D'accord. Alors, malgré le contexte économique actuel et la crise sanitaire qui vient de traverser, qu'est-ce qui fait le succès de vos entreprises aujourd'hui en Afrique? On commence par Bob? Oui, Oui, très bien. je disais que malgré la conjoncture, Oui. Qu'est-ce qui fait le non succès seulement, de votre entreprise aujourd'hui en Afrique? En RDC principalement. d'abord, j'ai plusieurs entreprises à laquelle tu fais allusion. Au fond, D'accord, oui. Capi, Oui, oui, oui. oui, le fonds Capi se porte bien parce que c'est une plateforme qui est financée de l'extérieur. Ça signifie que c'est une société de droit britannique, même si elle s'intéresse au problème du Congo, on l'a expatriée pour éviter les incidences locales, les influences, les interférences gouvernementales administratives. Donc, nous sommes un fonds qui est au-dessus de la tempête congolaise. Nous sommes financés actuellement principalement par la Banque allemande de développement, la KfW, ainsi que la Banque mondiale, mais nous allons élargir la palette des investisseurs. D'accord, d'accord. Guillaume? Allô, Guillaume? Oui. Oui, je vous entends bien. De notre côté, j'allais dire le succès du groupe Dangote, c'est plusieurs années d'investissement, que ce soit au Nigeria ou dans d'autres pays au travers du continent. Oui. Une ambition industrielle associée au développement de ces pays en termes d'infrastructures et de logement. Et donc, on a accompagné une série de pays dans le développement de leur industrie cimentière en déployant tout d'abord au Nigeria des outils industriels modernes et efficaces et des stratégies marketing qui étaient aussi relativement innovantes par rapport aux acteurs existants sur ces marchés. Peut-être la spécificité du groupe Dangote et Cement, c'est qu'on est un acteur nigérian qui s'est étendu sur le continent. Oui. Et qui est en compétition avec des acteurs internationaux, donc des multinationales du ciment, qui ont regardé le continent africain avec un œil peut-être plus prudent que le nôtre, et avec moins d'ambition en termes de déploiement de capitaux et de pénétration de ces marchés. Donc on a une vue du continent qui est très ambitieuse et très confiante. On déploie beaucoup de capitaux, que ce soit nos propres cash flows ou empruntés. Les marchés nous font confiance, que ce soit les marchés de la dette ou les banques. Et on a une dynamique de déploiement de ces capitaux très basée sur notre analyse de la demande de long terme. On sait que le marché du ciment est évidemment très dépendant de la croissance démographique. Le continent africain en général et beaucoup de pays présentent des croissances démographiques presque à 2 chiffres. Et ça garantit pour des entreprises comme les nôtres des marchés qui sont en très forte croissance sur le long terme. On a aussi la chance de travailler dans un environnement où justement les multinationales sont très prudentes en termes d'investissement. Donc on a l'avantage d'avoir une compétition qui est peut-être un peu moins dure que dans d'autres secteurs. Très bien, très bien. Jean-Michel? Eh bien, bonjour depuis Paris, bonjour. Pour ma part. Oui, oui. Je mets la vidéo. Non, moi, en tant que représentant d'un cabinet de conseil, notre activité sur l'Afrique est liée aux clients qui consomment du conseil. Et pour revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, nous, on intervient dans beaucoup de cas où il y a des financements de bailleurs de fonds. Je crois que le financeur allemand a été cité. On nous arrive de travailler pour la KfW, pour l'AFD, pour Enabel, pour Proparco, pour la Banque mondiale, qui financent des projets de soutien aux entrepreneurs. Alors, soit en direct pour les entreprises, et ça, c'est plutôt les fonds privés comme Proparco ou IFC, soit via des structures de type incubateur qui sont créées dans des pays, notamment, je pense, au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Afrique du Sud, et qui aident les entrepreneurs à se développer. Donc, nous, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient souvent. D'accord. Cédric? Pour moi, il y a 2 éléments qui font le succès des entreprises que j'ai créées là-bas. La première, c'est la démocratisation de la bande passante et de l'accès en fait à Internet, qui fait que même quand on est très loin, comme à Madagascar, eh bien, on peut travailler en temps réel avec des entreprises du monde entier ou des entreprises européennes. Et la qualité, nous, ça fait 15 ans qu'on est là, la qualité de cette bande passante et de cette technique s'est améliorée et le prix en est descendu. Donc ça pour moi, c'est une grosse raison. Mais la seconde, qui est peut-être la principale, c'est le talent des Africains
Donc, nous, on a fait le choix de ne pas avoir des étrangers qui dirigent les sociétés, que ce soit des Malgaches qui dirigent des Malgaches ou des Congolais qui dirigent des Congolais. Et on se rend compte que peu de gens font ça. Souvent, ils mettent des Européens à la tête de ces entreprises. Et je crois que c'est une erreur. En tout cas, c'est notre expérience. Et l'explosion démographique fait qu'il y a énormément de jeunes qui sont bien formés, qui cherchent du boulot, qui ont envie de travailler. Et il y a une énergie parmi ces jeunes et une volonté d'apprendre qui est très impressionnante. Et cette énergie-là, je crois que ça donne confiance dans le futur de l'Afrique, en tout cas dans les métiers dans lesquels je suis actif. D'accord, d'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui pour devenir la première puissance économique mondiale? Guillaume. Ah, merci. Grande question, je dirais Tu peux reprendre ta question, j'ai pas bien Oui, entendu. bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique pour devenir la première puissance économique mondiale? Ok, vous voulez que j'y aille ou vous partez Oui, de allez. Bob? Oui, vas-y. Ok, merci. Alors, moi, je dirais la première étape, c'est la disponibilité des capitaux. On a à peu près partout le même type de limitation. Alors, nous, on a la chance d'avoir une taille maintenant qui est significative, mais dans l'histoire du groupe, l'accès aux capitaux a été, dans de nombreuses situations, un facteur limitant. Et on doit nous, en général, accompagner nos partenaires, que ce soit clients ou fournisseurs, dans leur développement et leur fournir un soutien, que ce soit pour l'accès au monde bancaire ou aux capitaux en général locaux. Et ça, c'est un facteur qui est très, très limitant. On voit beaucoup d'activités de l'AFD ou d'autres organismes pousser ce type de démarche pour faciliter l'accès au capital, mais nous, on le voit comme un vrai facteur d'imitation. Et pour revenir sur le point que M. Donk mentionnait sur la démocratisation de la bande passante, en général, on voit, et c'est particulièrement sensible au Nigeria, l'accès aux services de base, que ce soit électricité, transport, Internet, téléphonie, ça demande une démocratisation encore plus importante. On sait que beaucoup d'entrepreneurs souffrent de ne pas pouvoir accéder à ces services et quand ils peuvent y accéder, le prix est trop élevé. Donc, démocratiser l'accès et réduire les coûts, c'est certainement un enjeu important avec beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs qui s'intéressent à ces sujets, comme sur le financement d'ailleurs. D'accord. Bob? Oui, selon moi, ce qui manque à l'Afrique pour se développer et même devenir une puissance au plan mondial, c'est l'absence d'options politiques de développement. Il faut une option économique forte. Si je prends l'exemple à titre comparatif de l'évolution de l'Afrique et de l'Asie, nous étions tous indépendants après la conférence de Bandung dans la décennie 60. À l'époque, l'Asie et l'Afrique occupaient plus ou moins la même position économique dans le monde. L'Afrique avait 7% du PIB mondial, l'Asie aussi. Mais aujourd'hui, l'Asie représente 35% du PIB mondial. Par contre, l'Afrique a dégringolé jusqu'à 2% du PIB mondial. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que juste après les indépendances, l'Asie a décidé de s'industrialiser. Ça signifie de diminuer les ventes des produits de base à l'Occident et par contre de créer une chaîne de valeur locale en domestiquant l'industrialisation. C'est ainsi que 30 ans plus tard, ils ont donné naissance aux 4 dragons que vous connaissez et une décennie après au fameux tigre. Et le dénominateur commun de cette émergence et de cette croissance fulgurante, c'est le moteur de l'industrialisation. Si nous, Africains, nous voulons nous développer et occuper la place qui nous revient sur l'échiquier mondial, nous devons changer d'option économique, cesser d'être une économie extravertie et commencer à créer des marchés domestiques, à commencer à créer de la manufacture sur place. Voilà. D'accord. Cédric? Donc, moi, je rejoins tout à fait les deux orateurs précédents. C'est vrai que l'infrastructure et l'infrastructure accessible à des prix intéressants, c'est fondamental. Le deuxième point que Bob a mis en avant, qui est la gouvernance, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de barrières qui sont là. Donc, je ne vais pas répéter ces deux points. Il y a un troisième que je voudrais mettre en avant, c'est la confiance en soi.
je vois que des entrepreneurs africains sont encore parfois bloqués dans des schémas qui sont pas forcément, des schémas mentaux qui ne sont pas forcément relevants, des schémas comme quoi tout en Europe est fantastique et que l'Afrique n'est pas capable de le faire, des schémas mentaux où on ne met pas en avant, on se met pas en avant quand on est excellent, de peur d'attirer des jalousies. Un schéma mental, et je le vois au Burkina Faso par exemple, où très souvent ils sont obligés de tirer toute leur famille derrière eux, alors qu'en fait, dans la famille, il y a des gens très valables, mais il y en a qui le sont moins. Et donc, il y a certains schémas mentaux qui bloquent. Et s'il y a un dernier point, c'est le temps. Il faut leur laisser le temps. Passer de 2% à leader mondial, ça va prendre du temps, mais ce n'est pas du tout exclu. D'accord. Jean-Michel? Moi aussi, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, et notamment, merci beaucoup sur le point pour l'industrialisation, car c'est une réalité souvent oubliée qu'en 1960, la taille économique de l'Afrique était celle de l'Asie, donc quoi, c'est possible. Mais si on donne des chiffres, hein, en 1990, le PIB global de l'Afrique était celui de la Belgique. Aujourd'hui, le PIB global de l'Afrique, c'est celui de la France, presque 3 000 milliards de dollars. Selon les projections du FMI, en 2050, ce sera la taille de l'Union européenne. Donc, on s'attend à ce que l'Afrique devienne un vrai grand de l'économie mondiale. Et pour ça, il y a deux phénomènes, la croissance démographique et aussi la croissance de la richesse des habitants. Mais pour y arriver, il y a trois conditions. La première qui a été citée, l'industrialisation, je n'y reviens pas. La deuxième qui a été aussi citée, c'est l'ensemble du financement de l'économie, et pas seulement les grandes entreprises, mais également les PME, les startups et les particuliers. L'économie africaine est 4 fois moins financée en moyenne que le reste du monde, donc c'est un vrai souci. Et puis la troisième condition, et peut-être la plus importante, c'est la formation des jeunes. 1 milliard d'individus qui vont avoir moins de 20 ans et qui vont naître de maintenant à 2050, s'ils ne sont pas formés, ça sera plus un problème qu'une chance. Et ça, c'est un enjeu clé pour moi. D'accord, d'accord. Alors, de par vos expériences personnelles, quels sont les outils que l'Afrique dispose pour rassurer les investisseurs internationaux? On va commencer par Cédric. La croissance démographique est une donnée fixe et indéniable, et donc c'est un marché qui grandit. Et donc ça devrait rassurer les investisseurs. Il y a un deuxième point, moi je regarde ça plus au niveau entrepreneurial qu'au niveau macroéconomique, oui. Mais il y a une confiance qui doit exister et une connaissance. Aujourd'hui, les investisseurs internationaux ne connaissent pas bien l'Afrique et n'ont pas confiance parce qu'ils ne la connaissent pas bien. Et pourtant, il y a énormément d'entrepreneurs extrêmement valables avec des business models qui tiennent vraiment bien la route et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, peut-être avec des structures adaptées à leur réalité. Et donc, je crois que les investisseurs doivent apprendre à connaître l'Afrique et ça va pouvoir aider. Donc, toi, personnellement, tu investis dans quel pays, dans quel genre de secteur? Alors moi, j'ai investi dans 3 pays, plus Tanger, qui est aussi en Afrique. Donc, les 3 pays, c'est le Congo, le Burkina et Madagascar, où la principale de mes activités se trouve. Et dans ces pays-là, c'est essentiellement dans des métiers qui sont des métiers de service. Et donc, j'entends ce qui est dit à propos de l'industrialisation, mais ça coûte cher, c'est lent. Et ça demande des infrastructures lourdes. Quand on regarde l'économie mondiale, la part des services a grandi de manière spectaculaire. Et donc, je crois que les métiers du service jouent certainement un rôle dans l'accélération de la croissance africaine. Et comme je l'ai dit au départ, la démocratisation de l'accès à l'électricité et à Internet peut jouer un rôle très, très important. Jean-Michel, est-ce que tu as un avis sur le sujet? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, la dimension service est une dimension importante. C'est clair, mais on est aussi dans un continent où aujourd'hui encore, 60% de la population active travaille dans l'agriculture. Donc, il y a encore du travail aussi à faire à ce niveau-là. Pour moi, dans les facteurs importants, en dehors de ceux qu'on a déjà cités, il y a quand même aussi l'investissement dans les infrastructures qui reste un élément important. Et là, je reviens au point du numérique ou de l'électricité qui a déjà été cité. Et puis, pour assurer les investisseurs, il faut aussi quand même une bonne stabilité d'un point de vue monétaire, juridique. Et là, c'est loin d'être la condition la mieux répartie dans tous les pays africains. D'accord, d'accord. Guillaume?
Vous qui travaillez au Nigeria, Cameroun, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Pour nous, c'est le sujet de l'industrialisation, c'est évidemment dans notre ADN. On est une entreprise qui déploie des outils industriels très significatifs dans des territoires qui sont plus ou moins simples. Le Nigeria, en termes d'exécution, c'est un endroit très complexe. Oui. Et on a réussi au fil des années à devenir un acteur leader sur son marché. Je dirais, pour l'attractivité, il y a deux clés, j'imagine. C'est comme toutes les entreprises. Il faut qu'elle soit attractive en termes de retour sur investissement. Et comme le disait Jean-Michel, un des sujets, c'est évidemment qu'on nous demande d'être encore plus rentable que le reste du monde, puisqu'on nous associe à un niveau de risque plus élevé. Oui. Donc, on a besoin d'avoir des opportunités qui soient encore plus attractives. Et donc, la démarche, en tout cas Dangote Cement, c'est de se focaliser sur des marchés qui permettent de fournir ce type de retour sur investissement. Pour vous donner un point de référence, malgré l'environnement très difficile du Covid, l'exécution qui a été très complexe avec la partie logistique en 2020 et 2021, notre croissance l'an dernier était à 2 chiffres, notre EBITDA a atteint presque 45% d'augmentation. On est dans des environnements qui sont à croissance extrêmement forte. Et pour qui sait saisir cette opportunité ou ces opportunités, évidemment, les retours sont très, très importants. Donc, pour les investisseurs, j'allais dire, évidemment, on comprend la frilosité qui peut venir de la perception du risque et l'instabilité juridique, les challenges pour bouger son argent in and out d'un pays à cause des évaluations ou des érosions de valeur. C'est très, très réel. Et nous, on le voit avec les investisseurs au Nigeria, ils sont évidemment très sensibles à ça. Mais par contre, ce qu'on leur offre, c'est des opportunités qui sont très différentes de celles auxquelles ils peuvent avoir accès quand ils veulent investir leur argent en Europe ou aux États-Unis. Donc, on a une carte très forte à jouer sur le niveau d'opportunité qui est disponible et le niveau de croissance. Si je reprends c'est-à-dire une phraséologie du moment, faire confiance à des entrepreneurs tels que Aliko Dangote en confiant votre investissement, que ce soit en dette ou en capital, c'est la garantie d'avoir des opportunités de retour sur investissement qui sont très fortes. Donc, parier sur les champions existants comme nous, évidemment, je serais très pour ça, mais aussi investir sur les entreprises qui ont l'opportunité de saisir ce type de marché à forte croissance. Et ça, vous en avez partout. J'allais dire, on parlait d'Internet, évidemment, c'est très connu. La fintech, c'est extrêmement visible. Mais on parlait d'infrastructures. Nous, on voit des gens dans le transport qui sont en train de révolutionner le transport en Afrique et l'organisation du transport industriel. Évidemment, c'est moins visible et peut-être moins attractif sur les unes. Mais c'est évidemment des sujets qui sont extrêmement dimensionnants et qui vont créer des champions nationaux ou internationaux du futur. Ça, il n'y a pas de doute dans notre esprit. D'ailleurs, on participe, nous aussi, à cette démarche, construction de routes, déploiement d'actifs mobiles. Enfin, c'est des sujets qui sont extrêmement excitants en termes d'opportunités, que ce soit au Nigeria ou sur l'ensemble du continent. D'accord. Comment vous avez vécu la crise du Covid, votre entreprise Dangote Cement? Alors pour nous, j'allais dire, on a eu, peut-être je dois commencer par vous dire que Dangote Cement a mis depuis plusieurs années le focus sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de sa stratégie. Donc quand on a eu à se confronter à la crise du Covid, la première démarche, ça a été comment est-ce qu'on assure la sécurité et la santé de nos collaborateurs et puis des communautés dans lesquelles on travaille, parce qu'évidemment, on est dans des endroits où l'accès à la santé peut être relativement complexe. Ou en tout cas le support pour rester en bonne santé. Et donc, du coup, on a mis en place toute une série de démarches, à la fois pour protéger nos collaborateurs, mais aussi nos fournisseurs et nos clients. Vous savez que, enfin, je vais peut-être dire quelque chose de très évident, mais de bouger un sac de ciment, ça implique une manipulation physique importante et beaucoup de contacts entre les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les camionneurs arrivent dans les dépôts, les gens se rencontrent, échangent. Donc, il a fallu qu'on mette toute une série de protocoles en place qui étaient très nouveaux pour beaucoup de nos partenaires et de nos collaborateurs. Donc, ça, c'est peut-être la première difficulté, mais ça nous a permis peut-être de grandir aussi en termes d'interaction avec nos collaborateurs et les communautés larges dans lesquelles on agit, c'est-à-dire fournisseurs, clients, et puis les endroits où nos usines se trouvent, puisque généralement, on a aussi beaucoup de gens dans nos usines qui eux-mêmes, après, vivent autour. Donc, ça a créé toute une série de nouvelles connaissances et capacités à gérer ce type de sujet.
J'allais dire, alors la première partie de la vie sous le Covid a été très complexe parce qu'on a eu beaucoup de confinements dans nos pays d'opération. Donc, le plus extrême était l'Afrique du Sud. J'allais dire, le reste des pays étaient en confinement partiel. Ça nous a obligés aussi à réapprendre à travailler. Alors, on a, j'allais dire, un des forts facteurs de digitalisation, évidemment, c'est l'ambition de l'entreprise. Mais là, on peut dire que le Covid nous a forcés à être de plus en plus ambitieux là-dessus. Et donc, on s'est équipé et puis on a appris aussi à travailler à distance. Donc, maintenant, on est capable de travailler, en tout cas pour nos fonctions administratives et support, quasiment 100% à distance, ce qui nous a permis aussi d'être peut-être plus mature et plus attractif pour nos collaborateurs. Côté business, on s'est rendu compte que post-Covid, ça a libéré, comme un peu partout dans le monde, une sorte de rebond économique qui était relativement inattendu. Et on s'est retrouvé à gérer une croissance à 2 chiffres après une rupture de fonctionnement de presque 2 à 3 mois. Donc, ça a été aussi l'opportunité pour tous nos collaborateurs de se rendre compte que dans un secteur où une croissance à 5%, c'est censé être une croissance très forte, on est passé à 15-20% sur certains marchés. Et faire monter en puissance nos outils industriels à cette vitesse pour répondre aux demandes du marché, ça a été un challenge extraordinaire. On a eu beaucoup de chance. Alors, on a beaucoup de collaborateurs locaux, mais aussi beaucoup d'expatriés dans nos équipes. Et on s'est rendu compte que finalement, la loyauté à l'entreprise et au service de nos clients a été extrêmement forte pour remplir ce challenge, ce qui a permis d'atteindre des résultats tout à fait impressionnants pour 2020 et 2021. C'est très bien. Alors, Bob, qu'est-ce que tu penses en fait de la relance économique en République démocratique du Congo? Est-ce que les investisseurs peuvent venir investir en RDC? Oui, je voudrais revenir sur les propos très justes d'ailleurs de Cédric à propos de la place des services dans la composition d'un PIB. C'est vrai que les services occupent une place prépondérante dans une économie structurée qui est déjà lancée. Mais il y a un processus évolutif incontournable. C'est qu'on ne peut pas asseoir les services sur une économie qui n'est pas encore structurée dans ses fondamentaux primaires, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie de base. Il faut que les services chapeautent, c'est un couronnement, c'est une cerise sur le gâteau, les services. C'est vrai que dans les pays sous-développés, les pays qui cherchent à émerger, l'agriculture occupe entre 25 et 50% de place dans le PIB. Mais quand on prend une économie déjà en plein envol comme les États-Unis d'Amérique, les services, c'est 80%, l'industrie, 19%, et l'agriculture n'a qu'une portion congrue de 1%. Mais au départ, il faut que l'agriculture soit la locomotive qui entraîne le développement. On ne peut pas commencer avec les services si on n'a pas les fondamentaux de l'économie. D'accord. Cédric, tu veux répondre? Oui, donc c'est l'analyse, et pardon pour ça, Bob, mais c'est l'analyse historique. C'est vrai que d'abord l'agriculture s'est mise en place. Dans le pays où je suis, en Belgique, 90% de la population travaillait dans l'agriculture en 1900, donc c'était il y a 120 ans, il y a 4 générations. Aujourd'hui, il reste 2%. Et puis l'industrie s'est mise en place, et puis les services. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, Internet, et désolé de toujours ramener ça à Internet, permet de développer une économie du service à l'exportation pour des pays qui, eux, sont déjà passés à travers tout ça. Et donc, ce n'est pas obligatoirement pour les services locaux, c'est vrai, mais par contre, pour les services à l'exportation, ça ne l'est pas, et on peut faire rentrer beaucoup de devises et développer une part du PIB importante en ayant des services qui, eux, sont mis à l'exportation. Chose qui n'était pas possible il y a 10 ans parce que la technologie ne le permettait pas. En ce qui concerne le Covid, chez nous, du jour au lendemain, 300 personnes qui allaient au bureau tous les matins ont été obligées de rester chez eux. Heureusement, on avait tous des portables et donc chacun travaillait avec son portable chez lui, avec des connexions Internet qui fonctionnaient, même si parfois c'était difficile. Mais ce que ça a surtout changé, c'est que ça a modernisé le style de management. C'est qu'avant, le style de management était un management de contrôle, à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars. Voilà. À partir du moment où ils ont travaillé chez eux, eh bien, ça a changé complètement le style de management qui n'était plus à la tâche ou à l'horaire, mais plutôt à la responsabilité.
Et ce mouvement a eu un impact en Europe, mais a aussi eu un impact en Afrique, et où la confiance est devenue un élément fondamental de la stratégie de management plutôt que le contrôle. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, qui explique pourquoi le Covid a eu un effet très positif sur ce type de métier en Afrique, c'est que les clients avaient des barrières mentales à sous-traiter en dehors de et sous-traiter un certain nombre de tâches. Si ce n'était pas fait dans le bureau d'à côté, où ils pouvaient rentrer à n'importe quel moment, c'était impossible. À un certain moment, ils ont été obligés de travailler à distance, et que ce soit maintenant à 10 000 km ou à 10 km, ça fait plus de différence. Et donc, je crois que ça a ouvert une voie vers la mondialisation de ce département de services qui est extrêmement positif. Et d'ailleurs, dans la volée de ça, ou dans la traînée de ça plutôt, il y a énormément de startups qui se sont ouvertes. Je pense par exemple à Upwork, qui font que des Africains peuvent vendre leurs services directement, sans même construire des entreprises, directement dans le monde entier. Et le dernier point que je voudrais encore mettre en avant, c'est l'éducation. C'est vrai qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, avoir un niveau d'éducation supérieur, et je parle des villes, hein, je suis conscient ici que je parle des villes, mais il y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans les villes en Afrique. Avoir un niveau d'éducation supérieure, c'était difficile parce que les professeurs à l'université n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient à Harvard, à HEC ou je ne sais pas où, ou à Stanford. Aujourd'hui, avec une bonne connexion et un cybercafé, vous pouvez suivre des cours à peu près partout et donc avoir les meilleurs professeurs à disposition. Cette conférence même en est un exemple. On est tous dans des lieux géographiques différents et on fait quand même une conférence. Et ça, c'est les prémices, pour moi, d'une révolution qui offre une véritable chance aux pays qui sont sur la voie d'un développement. Et donc, je suis très confiant là-dessus. D'accord. Je vous ai tous écouté très attentivement. Moi, en fait, je suis Roger Cola. J'ai créé la société Afrotime, la startup Afrotime. On est spécialisé dans la livraison de repas africains et aussi dans la réservation en restaurant. Donc, on a créé une plateforme qui permet à la fois de livrer des plats africains, de réserver une place dans ce restaurant africain ou encore de faire du click and collect, donc de venir chercher son repas directement dans le restaurant. Et franchement, c'était très agréable de vous écouter parce que c'est vrai que Afrotime, c'est afrotime.com. Donc, on est basé à Paris. Moi, je suis basé à Paris. Notre société, elle est basée à Paris. Mais le but, c'est vraiment d'aller en Afrique et de s'implanter justement dans ce continent qui est le mien. Je suis congolais. Bob, je crois que tu es là-bas directement à Kinshasa. Donc, le but, c'est vraiment de s'installer comme vous, monsieur Guillaume, monsieur Bob, en Afrique. Parce que comme vous l'avez très bien dit, la jeunesse africaine va représenter un peu plus d'1 milliard de personnes d'ici là. Et je me dis que la livraison de repas permettra d'engager toute cette jeunesse-là, justement. Et ça leur permettra d'aller livrer ces repas-là et donc de leur donner un emploi qui pourra justement nous permettre de nous développer. Donc, c'est un bel exemple de service. C'est un bel exemple de service. Exactement. Et quand la diaspora formée africaine retournera en Afrique, c'est encore un pas supplémentaire pour le développement de ce continent. Exactement. Comme vous l'avez fait. Jean-Michel, vous avez quelque chose à ajouter? Jean-Michel. Je débranche. Non, tout à fait. Non, moi, je suis très en faveur avec ce qui a été dit, et notamment le fait que les services vont jouer un rôle clé aussi. Hein. On a beaucoup parlé de l'industrie. Et la crise du Covid, avec le télétravail, a quand même beaucoup transformé les usages. Alors, c'est pas utile, ça ne peut pas fonctionner dans tous les secteurs. Pour les sacs de ciment, c'est plus dur. Mais très clairement, le télétravail a pris une ampleur en 2 ans incroyable sur le continent. Ça a changé les méthodes de management, les méthodes de travail, beaucoup plus que je pense qu'en Europe. Parce que comme un des intervenants l'a dit avant, il y avait des habitudes de plus grand contrôle et de travail en proximité. Eh bien, ça a changé. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Ça peut avoir aussi un mouvement retour. Mais très clairement, ça a changé pas mal de choses dans les méthodes de travail, notamment dans les services. D'accord. Alors, on arrive à terme de cette émission. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Quels sont les objectifs de vos entreprises pour les prochaines années à venir pour le développement de l'Afrique? On commence par Bob. Eh bien, comme je conduis plusieurs chevaux à la fois, je rappelle que
pour compléter Cédric, je connais l'importance de la digitalisation de l'économie avec le numérique qui booste tous les secteurs, y compris l'agriculture. J'ai travaillé moi-même pendant 13 ans dans la téléphonie, donc je connais bien, je maîtrise bien le sujet. Et j'ai d'autres activités qui n'ont pas lieu d'être évoquées ici, mais qui sont toujours dans la lignée du support téléphonique. Voilà. D'accord. D'accord. Cédric? Quand on a une entreprise qui a du succès en Afrique, mais ce n'est pas valable qu'en Afrique, mais ce l'est peut-être encore plus là-bas, on a une responsabilité citoyenne. Et c'est de contribuer… Je n'ai pas compris. Donc, quand on a une entreprise qui a un certain succès dans un pays africain, mais c'est valable aussi en Europe, je trouve que cette entreprise et cette collectivité de personnes a une responsabilité citoyenne. Et cette responsabilité citoyenne, elle a plusieurs volets. Le premier, c'est d'offrir aux employés et de soutenir l'éducation et la formation, parce que plus il y a de gens formés, plus le pays peut se développer. Et nous, on a plusieurs employés qui ont quitté l'entreprise pour créer des startups et on les applaudit et on les soutient. La deuxième chose, c'est de garder une exemplarité en termes de gouvernance. Si nous faisons des compromis, quels que soient les compromis avec l'éthique de gouvernance, eh bien, il n'y a pas de raison que le pays change. Si par contre, on applique la même éthique de gouvernance que l'on a en Europe, à ce moment-là, c'est une dimension supplémentaire que l'on donne. Et je crois que cette gouvernance est très, très importante pour que sur le long terme, l'Afrique puisse se développer et, comme on l'a dit tout à l'heure, puisse apporter aux investisseurs le quota de confiance dont ils ont besoin. Et voilà, ça c'est à côté d'un simple PNL et d'une rentabilité économique. Je crois que sur le long terme, nos entreprises, en tout cas c'est le choix que nous avons fait, ont cette dimension-là aussi. D'accord. Guillaume Moyen? Merci, monsieur. Moi, on est tout à fait dans la même ligne en termes d'ambition de long terme. On est très sérieux sur la partie impact environnemental. Le secteur du ciment est très lourd en termes d'impact d'émissions de CO2. Donc, on a une ambition, malgré la pression sous laquelle on est, de délivrer de plus en plus de ciment sur des marchés qui en demandent tous les jours plus. On a besoin d'être plus efficace quant à la manière dont on gère ce sujet. Et on a une ambition qui est très proche j'allais dire, d'une intégration plus forte avec les communautés locales, c'est la réutilisation des déchets en général. Alors, vous avez les déchets ménagers, industriels et de l'agriculture, qui sont une ressource très importante pour nous. Et on est en train de travailler là-dessus de manière très active pour créer l'environnement qui nous permette d'utiliser ça à taille industrielle. Le deuxième sujet est très proche aussi de ce que M. Donc a mentionné sur la partie éducation. On a développé j'allais dire en interne, une université d'Angoté qui permet de former à plusieurs niveaux, alors que ce soit au niveau opérateur ou ingénieur, au Nigeria, et on fait venir des collaborateurs de chaque pays pour les former à nos méthodes et aussi leur donner un bagage technique et intellectuel suffisant pour gérer la complexité de nos opérations. Et puis le dernier sujet, c'est le type de partenariat public-privé qu'on essaye de mettre en place. On est évidemment très ambitieux sur le déploiement de routes en béton sur le continent africain. On y croit beaucoup et on développe avec les gouvernements locaux des solutions qui leur permettent de mettre ça en place avec notre support technique et des financeurs qui sont intéressés pour déployer ce type d'actifs. Très bien, très bien. Monsieur Kola, c'est vous qui représentez les entrepreneurs sur place. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Je pense que c'est un très bon débat et je pense que nous, Afrotime, la start-up fait par un Africain de la diaspora, notre but, c'est vraiment de récolter des fonds pour encore permettre à notre start-up de s'implanter encore mieux en Afrique et de manière écologique. Voilà, d'accord. Merci, messieurs.